bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades. Nous sommes réunis ce soir pour développer les arguments qui nous ont conduits, chacun à partir de son approche, à nous rassembler autour de l'appel à boycotter les élections européennes. Rouge Vif Île-de-France, qui m'a mandaté pour intervenir ce soir, est une association politique regroupant des communistes, des militants syndicaux qui veulent participer à la renaissance d'un point de vue du monde du travail sur le plan politique. Nous voulons contribuer à définir les contours d'une autre société où les véritables créateurs de richesses seront souverains pour décider de leur utilisation, une société où peuple et producteurs se fusionnent et agissent dans le sens de leur intérêt commun, une société où les coopérations mutuellement avantageuses et respectueuses dans le monde deviennent la règle. Naturellement, la question des institutions européennes qui cherchent à imposer leurs exigences conformément aux traités signés par les gouvernements nationaux est pour nous primordiale. Le bilan de l'Union européenne est éloquent et significatif des objectifs poursuivis. La preuve est faite. L'intégration européenne n'a pas été un facteur de progrès social, mais bien de régression. Elle n'a pas développé des coopérations entre les peuples, mais a généré d'énormes concentrations industrielles et financières, meurtrières pour des millions de travailleurs et leurs familles, pour des régions entières en Europe. Elle n'a pas concouru à la paix, mais s'est engagée directement ou par l'intermédiaire de pays membres dont la France est moteur, dans des opérations militaires de normalisation à l'encontre de pays qui ne veulent pas se soumettre à la domination des marchés. Les dégâts sociaux dans notre pays sont déjà considérables. Les retraites particulièrement, la sécurité sociale dans son principe, les services publics, la baisse des salaires, l'aggravation sans précédent du chômage, la généralisation de la précarité, la casse organisée de l'industrie sapant les fondements de l'indépendance nationale, les délocalisations, conséquences logiques de la libre circulation des capitaux, la mise en concurrence exacerbée des travailleurs au sein du marché unique, etc., etc. Et cela ne suffit pas. Commission européenne et Parlement européen exigent sans cesse de nouvelles pseudo-réformes pour aller plus loin, pour aller jusqu'au bout, et en finir avec les conquêtes sociales et démocratiques de notre peuple et des autres peuples de l'Union européenne. Dans la répartition des rôles, l'offre des listes présentes le 25 mai affirmeront que le Parlement européen prétend parfois obtenir, sans en avoir le pouvoir, des contreparties pour soulager les populations. Mais le constat est sans appel, surtout depuis l'accélération qu'a constituée la mise en œuvre du traité de Maastricht. Pouvait-il en être autrement? Une réponse positive à cette question signifierait qu'une autre logique pourrait s'imposer dans le cadre actuel. Pour répondre à cette question, il faut revenir historiquement, mais très brièvement, au fondement de l'intégration européenne conçue dès la fin de la Seconde Guerre mondiale dans une situation politique où le patronat européen, totalement discrédité par son comportement durant le conflit et aussi face à l'élargissement de la sphère constituée autour de l'URSS, échappant à leur domination. S'y ajoutent les luttes de libération nationale qui détruisent les empires coloniaux et la concurrence renforcée exercée par l'impérialisme états-unien qui veut étendre sa domination sur le continent. C'est pour modifier la donne à son avantage que le capital européen se lance dans ce processus à partir des années 50 et 60. La construction européenne chère à la finance est caractérisée depuis toujours par la recherche obsessionnelle de la domination et l'accumulation capitaliste au travers de concentration dans l'industrie, les services et l'agriculture, au travers de la destruction des services publics, de la protection sociale et des conventions collectives. Cette libéralisation a été mise en œuvre par tous les gouvernements successifs dans tous les pays de l'Union européenne, participant ainsi, à l'échelle du continent, au transfert de richesses du camp du travail vers les profits du capital. Comme l'a dit lucidement en son temps le sociologue Alain Touraine, connu pour son allégeance à la domination des marchés,
En France, le mot libéralisme était imprononçable, alors on en a trouvé un autre, Europe. Bien évidemment, cette orientation en faveur du capital ne peut être affirmée en tant que telle sous peine de voir les peuples se soulever et renverser la table. Ainsi, les institutions européennes ont été et sont conçues pour dessaisir les peuples de leur pouvoir d'intervention. L'intégration européenne, c'est le moyen qui, dévoyant les aspirations naturelles de paix et de coopération de la majorité du genre humain, permet de transférer progressivement les pouvoirs hors des peuples, hors de portée des peuples. Pour mener une contre-offensive efficace, il est indispensable de mettre en évidence le caractère de classe de l'Union européenne et de combattre sur son terrain la domination idéologique du capital. Le capital prétend qu'il est indispensable à toute création de richesse. À ce titre, il exige que toute société humaine doit le laisser exercer sa domination sans encombre, sans législation du travail et à l'échelle qu'il juge pertinente. La conséquence de cette approche, c'est la négation du travail comme seul créateur de valeur, la négation des nations comme cadre de souveraineté et d'expression politique des peuples. À cela, nous opposons la souveraineté populaire et l'indépendance nationale qui sont des conditions indispensables à toute perspective de transformation sociale. Le travail et sa valorisation par l'augmentation massive des salaires sont les seuls moteurs de développement économique et social de toute la société. La solidarité internationale et coopération mutuellement avantageuse entre les peuples souverains sont à l'opposé de la fédération impérialiste que constitue l'Union européenne. Or, la construction européenne apparaît pour ce qu'elle est. C'est une destruction des peuples pour y substituer des communautés. Ce qui est poursuivi, c'est la confiscation du pouvoir des peuples de choisir librement le système économique et social dans lequel ils souhaitent vivre. C'est l'intégration forcée aux objectifs du capital. Les élections européennes sont donc une imposture. Doit-on voter une imposture? De fait, les organisations politiques qui présentent des candidats nous expliquent qu'il faut changer l'Europe, ou pire, qu'il faut davantage d'Europe. Aucune des listes en présence n'envisage de rompre avec l'Union européenne. Tout insiste sur l'importance du Parlement européen comme composante la plus démocratique de ses institutions, prétendant que les peuples pourraient s'y faire entendre. C'est un mensonge commun à tous les candidats à cette élection qui portent la négation de ce qu'est véritablement la démocratie. Le gouvernement par et pour le peuple. Ce n'est pas parce que les dominants posent des urnes et invitent les citoyens à les remplir qu'il y a démocratie. C'est ce que font les occupants américains dans les pays qu'ils ont bombardés et envahis, comme en Irak ou en Afghanistan, pour faire élire des gouvernements fantoches à leur service, qui ont la même légitimité que le Parlement européen. Plus globalement, l'expérience confirme qu'une démocratie politique ne repose pas sur une démocratie. Excusez-moi. L'expérience confirme qu'une démocratie politique qui ne repose pas sur une démocratie économique et culturelle ne sert pas à grand-chose. Le 25 mai, on nous convoque pour élire de prétendus députés avec un débat sur les clivages politiciens nationaux. Une fois élus, ils iront siéger avec d'autres de 28 pays et élus à l'issue de débats totalement différents. En France, les listes dont les partis politiques ont été successivement au gouvernement depuis 30 ans et qui se sont soumis aux exigences libérales par la voie de l'Union européenne et ses traités craignent l'abstention. Ils craignent le rejet populaire. Cependant, ils sont porteurs, pour lutter contre cette abstention, non pas de propositions politiques économiques utiles, mais d'un sordide argument commun: ne laissez pas progresser le Front National voté. Une fois encore, le Front National, utilisé comme repoussoir, va servir de béquille au parti de gouvernement pour passer ce mauvais moment du 25 mai. Et comme lors des mandatures précédentes, ceux qui dans leur pays jouent à être la droite et la gauche, tour à tour la majorité et l'opposition se retrouveront ensemble à Bruxelles et à Strasbourg, loin du regard de leurs électeurs, pour voter à des majorités écrasantes ce que veulent les gouvernements et la Commission,
soumis au marché financier, ce dont les peuples ne voudraient pas s'ils étaient consultés. Dire qu'on démocratise l'UE en renforçant les pouvoirs de ce Parlement de faussaires est une manière particulièrement grossière de se moquer du monde. L'illégitimité de ces élus européens doit être la plus forte possible. Oser s'abstenir à cette élection est un acte courageux et doit être popularisé comme tel. Ce n'est pas une défection, c'est une affirmation du rejet du carcan que l'on veut nous imposer. Ce que notre collectif organise est salvateur. Il donne un sens politique à toutes celles et ceux pour qui s'abstenir est un déchirement, considérant que le droit de vote, le suffrage universel, est une conquête populaire, un droit universel au sens où l'entendaient Robespierre ou les révolutionnaires de la Commune. Affirmer et revendiquer notre refus de vote militant et citoyen est la base de la contestation des actes commis par les institutions européennes au nom desquels les mesures les plus antipopulaires sont mises en œuvre. Cela légitime d'autant plus le mouvement social et populaire à contester dans la rue les projets gouvernementaux visant à généraliser l'austérité dans tous les domaines. Affirmons que la contestation du plan Valls de réduction budgétaire de 50 milliards élaboré sous couvert de l'Union européenne trouvera d'autant plus de force que notre peuple l'aura délégitimisé en s'abstenant consciemment aux élections européennes. Notre peuple, le monde du travail, a compris que ces élus ne les représentaient plus. L'action de notre collectif, divers dans ses approches, peut participer à lui redonner confiance dans sa force et sa capacité de revenir au devant de la scène. En 2005, Rouge Vif Île-de-France avait appelé à un non à toute constitution européenne, mettant en évidence la nature exclusivement patronale et capitaliste de l'intégration européenne, un outil capitaliste. La forfaiture commise après le résultat du référendum de 2005 avec l'adoption du traité de Lisbonne ne doit pas tomber dans l'oubli. C'est l'honneur de notre collectif de réactiver l'état d'esprit et les débats qui avaient prédominé à l'époque. C'est pourquoi Rouge Vif Île-de-France, c'est pour Rouge Vif Île-de-France une raison d'être, une base de l'engagement de nos adhérents. Il était donc évident que nous ne pouvions qu'en être dans le combat commun pour lequel nous sommes rassemblés ici ce soir. Ce qui est en jeu, c'est de donner une perspective politique au refus de vote assumé et d'en faire le préalable incontournable à l'exigence du changement, y compris dans les institutions de notre pays. Enfin, face à ce piège électoraliste, on ne vote pas pour une imposture, on la combat lucidement par le boycott, seul positionnement efficace dans cette période. Pour les élections européennes de 2009, notre association de militants avait appelé au refus de vote. Pour le 25 mai 2014, avec vous tous, nous participons à l'appel national pour le boycott des élections européennes. Merci de votre attention.